Te dire si c'est bon. Voilà, ça tourne. Non, ça va. Ouais, ça va. Une petite interview, Oui. Toute petite. Oui, oui. Toute petite. Bonjour à tous. Alors, allez, aujourd'hui, c'est un jour pas comme un autre. Je vais être interviewé par une personne qui souhaite demeurer anonyme, enfin jusqu'à maintenant. Parce que je soupçonne un grand avenir, un avenir, disons, radieux à cette personne, le jour où elle acceptera de s'offrir face au projecteur. Bon, alors, je tends le micro. Alors, je précise que je ne connais pas du tout les questions qui vont m'être posées. Tu couperas. Mais c'est du sérieux. Tu couperas. Donc, bonjour, Raphaël Zachary de Isara. Bonjour. Donc, mes questions. Allez dans le vif du sujet, allez-y, je suis prêt à vous répondre, mais encore faut-il me poser la question. Hein. Là, on n'est pas rendu. Hein. Alors, vous l'excuserez, c'est sa première interview, et puis c'est normal, elle est impressionnée par le personnage qui lui fait face. C'est normal, hein, et en plus c'est une femme. Hein, c'est une femme. Donc elle est un peu, si c'est une femme, elle est un peu, au moins elle est écervelée, mais c'est pas une injure. Toutes les femmes sont écervelées. Mais elle, au moins, elle a le courage. C'est une jeune fille, même. Oui, c'est une jeune fille. Et puis, elle a une jeune fille qui a le courage de me poser des questions, hein, d'avoir écrit des questions, d'avoir préparé son interview. Et moi, je trouve que ça, c'est admirable, mais c'est à souligner. Alors, Oui. à partir de quel âge avez-vous commencé à écrire? Alors ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée. J'ai commencé à écrire dès lors que j'avais une plume, j'ai pu manier la plume entre les mains, c'est-à-dire à l'âge que vous avez actuellement, c'est-à-dire 22 ans. Hein, non, en fait 20 ans, une vingtaine d'années, quoi. Mais sachant que j'ai toujours su que j'avais la plume en moi, quoi, que j'étais un oiseau de haut vol, un oiseau d'envergure, ça je l'ai toujours su. Et après, c'était une question de technique, de maîtrise de technique et de travail. Alors, il y a eu une période donc d'apprentissage. Hein, dès lors que j'ai su... à 20 ans, je ne savais pas écrire. Hein, comme tous les jeunes de maintenant, sauf à part, bien sûr, Quentin, qui lui est un être exceptionnel. Mais on n'est pas tous des êtres d'exception. Disons, si j'étais une exception, je l'étais par ma volonté, d'abord par mon amour des lettres, et par ma volonté de contrôler, de maîtriser ce vol d'envergure. Hein, que j'ai voulu... traverser les firmaments, le zénith. Je désirais le ciel, hein, au sens littéraire du terme. Au sens littéraire du terme. D'accord. Et quelle époque auriez-vous aimé connaître si vous aviez dû naître avant votre naissance? Alors, je pense que l'époque qui me correspondait le mieux sur le plan littéraire, c'est la deuxième partie, la troisième partie du 19e siècle, c'est-à-dire 1870-1900. Bien que ce ne soit pas mon époque préférée sur le plan plus personnel, quoi. Moi, c'est plutôt, disons, l'époque romantique, bien que je ne suis pas du tout un romantique, moi. Mon écriture n'a rien de romantique, mais c'est alors moi, j'oppose cette époque à l'époque romantique, l'époque névrotique, c'est-à-dire 1870-1900. Là, c'est l'époque préférée sur le plan littéraire. Cela répond à votre question. Oui. Comment faites-vous pour être heureux au milieu d'une telle décadence de notre civilisation? Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous dit que je suis heureux? Les apparences, peut-être. Mais en fait, oui, je suis heureux. Disons, je suis pas malheureux. Parce que, d'abord, d'une part, je suis égoïste. Enfin, j'ai une part de... j'ai un ego quand même puissant, hein, un ego fort, affirmé. Donc, parce que moi, j'aime les gens heureux. Alors, il y a un filtre en moi. Je filtre. Il n'y a que le bonheur qui passe à travers le filtre. Et puis, les gens malheureux, après tout, s'ils sont malheureux, c'est aussi... Il y a une part de responsabilité. Ça les regarde. Il y a une part de responsabilité. C'est qu'ils le veulent, plus ou moins. Hein. Ça, je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui ont le don du bonheur et puis d'autres qui ont le don du malheur. Moi, ça les regarde. Hein. Moi, je suis pas sur Terre. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Je suis pas sur Terre non plus pour m'apitoyer sur tous les petites misères des uns et des autres. On est là pour être heureux, de faire comme on peut, du mieux qu'on peut. Et moi, j'aime le bonheur. J'aime le bonheur des autres, d'abord le mien et celui des autres. Mais le malheur des autres, je dis pas que ça m'indiffère, mais ça m'intéresse moins. Moi, je suis plus intéressé par ce qui brille, par ce qui est positif,
que par ce qui est terne et ce qui geint. Ça, je déteste tout ce qui est les pleurnichards et les géniards. Tout ce qui geint, rampe et se vautre dans la bassesse, dans la boue, enfin, je veux dire, dans le malheur, la misère, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse moins. Je suis pas Mère Teresa, moi. On n'est pas obligé d'être des Mères Teresa, des sauveurs de l'humanité, non, il faut être ce qu'on est. Parce que je suis un égo, et un ego qui veut briller, alors pour moi, mais pas que pour moi, aussi pour les autres. J'aime éveiller les consciences des autres, j'aime répandre la beauté, j'aime émerveiller l'autre avec justement mes productions littéraires, et c'est ça mon moteur, moi. Je suis quelqu'un de foncièrement positif. J'aime la lumière, la clarté, etc., quoi. Je développe pas plus, non, c'est bon? Non, c'est bon. D'accord, question suivante. Quelle question vous posez-vous le plus souvent? Sur quel plan? En général, il y a forcément une question que vous posez. Qu'est-ce qui se passe après la mort, ou après la vie plutôt? Non, oui, qu'est-ce qui se passe après la vie? La mort, c'est quoi? Ça, c'est la question universelle de tout le monde. Et alors, plus on avance en âge, plus on se pose la question. Alors, c'est une perspective éblouissante, merveilleuse, c'est le mystère. C'est un mystère, et puis ça fait vivre, ça, c'est bien, ça. Sinon, des questions, non, par rapport à la politique, la France, non Celle qui revient le plus souvent, quoi, dans votre tête. La question, oui, c'est ça, oui. Je crois que c'est la question de tout être humain qui n'est pas encore abruti par le matérialisme ou par le je ne sais quoi. Parce qu'on est là, on est face à l'essentiel, surtout avec tout ce qui se passe. Enfin, la mort, c'est une réalité. Tepa qui est décédé il n'y a pas longtemps, d'autres gens, les noms m'échappent. Alors c'est une réalité, la mort. C'est pas, je veux dire, ça ne rigole pas. En même temps, oui et non. Enfin, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la mort. Alors voilà, c'est une réalité et il faut y faire face. On y est confronté. Et c'est ça la vraie. Moi, je crois que c'est ça la vraie question qu'on doit se poser après l'alimentation. Parce que c'est vrai, je suis porté sur l'alimentaire. Quelles sont les 3 plus belles choses que l'homme ait inventées? Voilà. J'allais dire phare à facettes, mais c'est pas une invention d'homme, ça c'est une invention divine. Je dirais comme ça, les avions, je dirais les avions, ce qui me passe par la tête. Les avions, je dirais, non, c'est un peu facile de dire la littérature. Je sais pas moi. Ah bah oui, voilà, mais ça oui, mais c'est la réponse de Quentin. Internet, oui, c'est vrai, mais c'est une réponse qui n'est pas de moi. Internet a beaucoup apporté. Oui, mais c'est la belle chose, oui, c'est pas pour ça que c'est beau non plus. On parle de beauté, alors moi je dirais tout ce qui est associé. Oui, mais aller sur la Lune, voilà, la fusée, je dirais. La fusée qui est une invention martiale au début, je crois, au départ. Mais on en a fait quelque chose de beau, de bien. D'une bombe, une bombe comme ça éjectée, on en a fait une très belle chose. On a fait voyager 12 êtres humains sur le sol lunaire. Et puis la troisième chose, je ne sais pas moi. Alors j'ai dit quoi? J'ai dit Les avions. les avions, oui, les fusées. Et puis vous voyez, déjà, il y a ces deux choses, déjà, c'est toujours le ciel, le vol, Ça finit, du coup. Ouais, c'est pareil, les avions, c'est la même chose, quoi. Non, c'est toujours le décrocher de la réalité. C'est une forme de rêve, quoi, en fait. Tout ce qui élève, en fait, tout ce qui élève l'homme, tout ce que l'homme a inventé qui peut l'élever. Vous voyez, c'est un très bon exemple, la fusée. Parce que, comme j'ai dit, au départ, c'était pour se massacrer mutuellement. On en a fait une belle chose. C'est comme Internet, d'ailleurs. Au départ, Internet, c'était une invention militaire. On en a fait, une partie d'Internet, on en a fait le web, donc pour partager des idées, etc., pour faire des belles choses. Alors la troisième, je ne sais pas, moi j'ai Internet, je dirais. Quand on en fait bon usage, bien sûr. C'est long, allez. Je croyais qu'elles étaient écrites, tes questions. Oui, mais elle n'est pas très... Ça sent l'amateurisme. Elle s'embrouille. Ça y est, déjà embrouillé. Première interview, premières erreurs. Donc il ne faut pas culpabiliser si on achète des choses qui ont été fabriquées par des enfants au Cambodge ou au Bangladesh ou en Chine. Alors, ça c'est une question que je m'étais jamais posée. Oui et non, en fait. Je ne sais pas. En fait, je dirais que non, c'est pas la meilleure chose à faire.
pas la meilleure chose à faire. Ah, c'est une question. Pourquoi? Quel rapport avec. On pourrait ne pas acheter ces choses et acheter que des choses françaises, par exemple. Oui, il vaut mieux dans la mesure du possible, mais il faut que. À moins, je veux pas être cynique, mais. On peut pas. À moins que les enfants soient plus compétents que les techniciens français. Non, mais si on voit le côté purement technique, ben non, achetons du matériel fabriqué par des enfants si ces enfants sont techniquement compétents. Mais là, je parle d'un point de vue strictement technique. Sur le plan humain, non. Bien sûr. Quand même, on reste humain, quand même. Comment faire alors? Eh ben, les Français n'ont pas leur génie à eux, le génie français. Les Français ne sont-ils pas compétents dans bien des domaines? Hein, la France est un grand pays, c'est une civilisation. Bon, il est vrai qu'actuellement, ça s'effondre. La civilisation française s'effondre. Mais quand même, je crois qu'on a les compétences. Oui. Donc il faudrait revenir. Ah oui, alors revenir, bah déjà, moi je vais aller plus loin à l'artisanat, c'est-à-dire détruire, raser tous les centres commerciaux, revenir à l'artisanat et au commerce de proximité, du centre-ville, raser toutes ces zones commerciales qui sont affreuses, qui enlaidissent notre belle France, et puis revenir à la tradition, aux choses à dimension humaine. Hein, de façon à embellir les centres-villes, à redonner de la vie. Mais oui, mais avant, il faut déjà désimmigrer tout, parce que là, on est submergé. Alors là, bon, déjà, avant de faire le ménage en centre-ville, il faut déjà... Ah, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est une affaire de politique. Là, c'est pas de mon ressort. Hein. Oui. Bien, merci beaucoup. Et voilà. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, cher anonyme, pour ne pas citer votre nom. Et moi, c'était un vrai plaisir de répondre à vos questions de manière spontanée. Hein, des questions qui ont été écrites mais que je n'avais pas lues auparavant. Hein. Et je vous remercie beaucoup et ça me fait plaisir de pouvoir apporter un peu plus de faire apporter plus de connaissances à ceux qui daignent s'intéresser à moi, à ma personne, à mon humble personne. Hein, ça c'est ironique. Hein. Je ne suis pas humble. Voilà, merci beaucoup. Et à plus tard, à vous tous, merci aussi. Merci, au revoir. Voilà, c'était laborieux. Non, ça va, c'était bien. Bon, c'était une première, c'est normal. Pour elle, pas pour moi, pour elle.